Alors du coup, troisième TD, troisième correction de TD, et c'est d'ailleurs le dernier TD que vous devrez maîtriser pour le premier partiel de génétique, euh, qui aborde les analyses de méiose, ségrégation et les cartographies chromosomiques, bien cartographie génétique. Du coup, premier exercice, c'est un exercice de rappel de cours. On a un exemple de polymorphisme microsatellite. Au niveau du locus L, qui est situé sur le chromosome 1 humain, il existe un microsatellite de motif AT. Au niveau du locus L, de Jean-Pierre, on trouve les séquences suivantes. Sur le chromosome 1 paternel, on a le locus L constitué de 1, 2, 3, 4, 5 répétitions. Tandis que sur le locus L maternel, on en dénombre 1, 2, 3 et 4. 4 répétitions. Comment caractérise-t-on les microsatellites? Alors d'après la définition du cours, un locus microsatellite est une séquence d'ADN localisée à un endroit précis du génome, c'est-à-dire un locus, c'est une définition même du locus, et qui est composé d'une répétition en tandem d'un motif pouvant aller de 1 à 10 paires de bases, ça c'est la définition du microsatellite. Et du coup, son polymorphisme, il va résider dans le nombre de répétitions, comme on peut le voir ici. Par exemple, pour le paternel, on a dénombré 5 répétitions, tandis que pour le locus maternel, on en a dénombré 4. Ça, c'est un exemple de polymorphisme au niveau du locus microsatellite. Si on utilise une amorce de 20 nucléotides qui flanquent, c'est-à-dire qui s'introduisent au niveau du locus microsatellite, quelle sera la longueur de l'amplicon? L'amplicon sera le fragment qu'on parviendra à amplifier. Du coup, il y a une formule que vous pouvez trouver dans votre cours, il me semble. C'est longueur de l'amplicon est égale à la longueur du motif. En l'occurrence, ici, c'est le motif AT, c'est-à-dire un nucléotide qui est égal à 2 nucléotides. Longueur du motif fois le nombre de répétitions pour le père sera égal à 5 et pour la mère sera égal à 4. Plus le microsatellite, mais quand je voulais dire microsatellite, j'insinuais plutôt l'amorce nucléotidique. Fois 2. Fois 2 pourquoi? Parce qu'on a un brin bicaténaire. Donc on va appliquer cette formule pour la mère et pour le père. Du coup, pour la mère, ça nous donnera 2 fois 4 plus 20, étant donné que là, on nous dit que on va flanquer 20 nucléotides, 20 fois 2. Et ça nous donne 48 paires de bases. Tandis que pour le père, ça nous donnera 2 fois 5, étant donné qu'on a 5 fois la répétition du motif AT, plus 20 fois 2, ce qui nous donnera 50 paires de bases. Comment détermine-t-on le nombre de répétitions? Eh bien, à partir de cette formule ici, on a juste à isoler le R ici. Quel sera le génotype de Jean-Pierre pour ce locus? Eh bien, tout d'abord, on aura le père, et d'autre part, la mère. Le père aura le locus L5, parce qu'il y a 5 répétitions, et la mère aura L4. Les deux gamètes vont fusionner pour donner L5, L4, à l'état haploïde. Maintenant, on passe à l'exercice 2. La levure de boulanger est un organisme haplodiplobiontique, c'est-à-dire qu'elle peut réaliser la mitose et donc croître aussi bien à l'état haploïde que l'état diploïde. Elle possède 16 chromosomes à l'état haploïde. Ok. Le locus M est un microsatellite du chromosome 12, constitué de répétitions du motif AC. Deux souches haploïdes de laboratoire A et B sont caractérisées pour ce locus. La souche A présente 4 répétitions du motif AC, notée M4, et la souche B, 6 répétitions du motif AC, notée M6. Donc on va le noter. La souche A, on la note M4,
Et la souche B aura le locus M, mais M6 cette fois. Et voilà. Maintenant pour la souche diploïde, c'est-à-dire la souche obtenue après fécondation, ou bien après croisement, ça sera M4, M6, tout simplement. Que se passe-t-il pendant la sporulation? Dessinez les grandes étapes de ce qui se produit au niveau chromosomique en représentant le centromère et le locus M. Alors tout d'abord, la sporulation, c'est tout simplement le processus biologique qui va permettre aux différentes levures, c'est-à-dire les champignons unicellulaires, de pouvoir produire des spores. C'est l'équivalent des gamètes chez les champignons. Du coup, ce processus il fait donc intervenir la division par mitose, qui est constituée de deux divisions successives, la méiose 1 et la méiose 2, à partir d'une cellule diploïde, pour obtenir à la fin quatre cellules haploïdes. Ou bah, si on représente ça par un schéma, on a notre cellule avec d'une part M4 et d'autre part M6. Le petit point ici, c'est le centromère. Du coup, on passe la phase S, c'est-à-dire la phase de réplication de l'ADN. Hop, ici on aura M4 et ici M6. Et dans cette phase-là, à partir de cette phase-là plutôt, on sera diploïde. On sera en état de diploïdie. En méiose 1, on aura la première ségrégation des différents des chromatides homologues. M1 pour méiose 1, c'est-à-dire qu'on obtiendra deux cellules. D'une part M4 et d'autre part M6. Puis ensuite, une fois arrivé en méiose 2, on aura la deuxième ségrégation et cette fois on obtiendra, à partir de cette cellule, on en obtiendra deux. On obtiendra M4, M4 et ici M6, M6. Donc on obtiendra au total deux génotypes différents. On aura notre premier génotype M4 et notre deuxième génotype possible M6. Combien de spores de génotypes différents peuvent être produits? On en a deux. En quelle proportion? On voit que là, on a, sur un total de 4 spores produits, on en a deux qui sont M4 et deux qui sont M6. Donc, c'est-à-dire qu'on aura 50% de M4 et 50% de M6. Et que peut-on conclure justement d'une telle ségrégation méiotique, c'est-à-dire une ségrégation dite en un demi ou bien 50-50? Eh bien, tout simplement, on peut en déduire que cela correspond à une ségrégation d'un seul couple d'allèles. Ici, les allèles M4 et M7. Du coup, les deux souches croisées, initialement, ne diffèrent donc que pour un seul locus. Et ici, le locus L, M. C'est littéralement la même phrase que vous devrez sortir à chaque annale. Maintenant, on a un second locus microsatellite, le locus N, qui a été caractérisé pour ses deux souches A et B. Sur la A, on a l'allèle N8, tandis que sur la souche B, on a le N5. Donc on fait un petit récapitulatif. Souche A, souche B. La souche A, initialement, elle avait M4, et la souche B, elle avait M6. Maintenant, on a un nouveau locus
Pour A, on aura N8 et pour B, on aura N5. Écrivez le génotype de ces locus M et N des deux souches parentales, ainsi que des diploïdes obtenus de ces deux souches. Envisagez les deux situations possibles, c'est-à-dire soit M et N sur le même chromosome, soit M et N sur des chromosomes différents, étant donné que là, on n'a aucune indication de si ils sont bel et bien sur le même chromosome ou non. Donc sur le même chromosome, ça donnera tout simplement ça. Et sur un chromosome différent, ça donnera ça. M6 d'une part et M5 d'autre part. Ici pareil, sur un chromosome différent, M4, N8. Après croisement, on aura soit M4, M6 et N5, N8, ou bien s'ils sont sur des chromosomes différents, ou M4, M6, N5, N8. Dessinez ce qui se produit au niveau chromosomique pendant la sporulation des cellules diploïdes, selon que les deux microsatellites sont situés sur le même chromosome ou sur des chromosomes différents. Donc pour ce faire, on fait comme dans le schéma de précédemment. M4, N5 et M6, N8. On a la phase S, N5, M4 ici. Maintenant, on fait pareil sur l'autre bras, hein. Méiose 1, avec la formation de deux cellules différentes. Ah, j'ai inversé ici. Deux cellules différentes, du coup. M4, M4 et N8. Ici, du coup, M6, M6 et N5. Voilà, et méiose 2, on aura 4 cellules au total, avec M4, N8, pareil ici, ici, M6, N5. Écrivez les différentes combinaisons d'allèles que l'on peut retrouver dans les spores. Et là, on vient de les faire. On a soit M4, N8, soit M6, N5. Et de quoi dépendent les proportions observées dans chaque combinaison? Eh bien, ça dépend de la distance
de la distance entre nos 2 locus. La distance entre le locus M d'une part et N d'autre part, qui nous serviront notamment à faire, la carte génétique. Plus on aura des locus proches, moins on aura de crossing over. Et au contraire, moins ils sont proches, c'est-à-dire plus ils sont éloignés, plus on aura de crossing over justement. Mais il y a aussi les proportions de parentaux et de recombinés qui nous donneront également des informations sur le locus L, sur le locus N et M, pardon. Si par exemple on se retrouve dans une situation où Si par exemple on se retrouve dans une situation où on a autant de parentaux que de recombinés, cela veut dire que on aura une indépendance physique. C'est-à-dire qu'on ne saura pas si ils sont sur le même chromosome ou pas. Et du coup, une indépendance génétique. Tandis que si on a P supérieur à R, de toute façon, vous n'aurez jamais plus de recombinés que de parentaux. Si on a P supérieur à R, cela voudrait dire qu'on aura une dépendance cinétique et physique, c'est-à-dire qu'ils seront sur le même chromosome. Donc maintenant, après avoir analysé 100 produits de méiose pris au hasard, on observe 41 spores. On observe 41 M4N8, on va les noter, 41 M4N8, 40 M6N5, 8 M4N5 et enfin 11 M6N8. 11 M6N8. Voir la fréquence justement de recombinaison. Grâce à la formule qui nous est donnée, FR ou bien simplement F, qui est égal au nombre de recombinés total sur les parentaux plus les recombinés. Déjà, on peut voir que ici, on a un génotype qui est parental, ici également, P1 et P2, tandis que là, on a des recombinés R1, R2. Donc, on aura P qui sera égal logiquement à P1 plus P2, et R qui sera égal à R1 plus R2. Donc, on aura P qui sera égal à 41 plus 40, et R qui sera égal à 8 plus 11, sera égal à 19, et là, 81. Donc, si on fait l'application numérique, on aura 19 sur 100, soit un pourcentage de recombinaison de 19%. Et ce pourcentage de recombinaison nous donne aussi une indication sur la distance génétique entre le locus M et le locus N. Si la distance entre deux locus M et N est inférieure à 10, alors on pourra dire qu'elle est égale. Tandis que si la distance est supérieure à 10, strictement supérieure, comme là dans notre cas, on a 19%, cela voudra dire que on aura une distance supérieure ou égale à 19 cm². Tandis que si on aurait eu une distance, par exemple, de 9%, on aurait pu écrire est égal à 9 cm².
Mais ici, ce n'est pas notre cas. La distance entre M et N est de 19 centimètres. Exercice 3. Une équipe de recherche possède deux souches haploïdes de levure et étudie deux locus microsatellites appelés N et T, présentant un polymorphisme. Le génotype de la souche 1 est N1 et T1, on peut le surligner, tandis que celle de la souche 2, N2, T2. Dans le but de localiser les locus microsatellites l'un par rapport à l'autre, les souches 1 et 2 sont croisées l'une avec l'autre. Les diploïdes obtenus sont ensuite mis à sporuler et le génotype de 500 spores choisi au hasard est déterminé. On nous indique les différents effectifs. On peut voir que on a un génotype parental P1, un génotype parental de P2, recombiné R1, recombiné R2. Première question de cet exercice, analysez ces résultats et déduisez si les locus N et T sont liés ou indépendants génétiquement. Si besoin, déterminer la distance génétique entre ces deux locus. On peut voir que on a nettement plus de parentaux que de recombinés. Cela veut dire que on aura une liaison génétique et physique, c'est-à-dire qu'ils sont sur le même chromosome, et ainsi on pourra calculer la distance génétique. Si on aurait eu P est égal à R, on ne calcule pas la distance génétique, étant donné on ne peut pas savoir avec certitude si nos deux locus sont sur le même chromosome. Donc maintenant, on peut calculer notre fréquence. On aura F qui sera égal à 23 plus 22, et en bas on aura 500, puisqu'on nous disait qu'on avait déjà 500 souches de base. Ce qui nous donnera 45 sur 500, ce qui donne 0,09, soit 9%. Ainsi, la distance génétique entre le locus N et le locus T, c'est-à-dire distance NT, sera égale à 9 centimorgans. Et là, vous voyez on peut marquer l'égalité, étant donné qu'on est inférieur ou égal à 10%. Quels auraient été les effectifs observés dans le cas d'une indépendance génétique entre les deux locus? Dans le cas d'une indépendance génétique, on aurait eu P est égal à R, avec P1 est égal à P2 et R1 est égal à R2, soit P1 plus P2 est égal à R1 plus R2. Donc on aurait tout simplement juste eu à faire 500 divisé par 4, soit 125. Au laboratoire, un nouveau locus microsatellite a été identifié. Il s'agit du locus M, pardon. Pour ce locus, la souche 1 porte l'allèle M1, la souche 2 porte l'allèle M2. Les 500 spores obtenus sont génotypés et mis dans un tableau ci-dessous. Du coup, on a le génotype parental, P1, P2, R1, R2. On voit que on a plus de parentaux que de recombinés. Du coup, même chose, liaison génétique et liaison physique. Ils sont sur le même chromosome. On peut calculer la fréquence. Fréquence est égale à 5 sur 500, 15 plutôt, sur 500, ce qui nous donne un pourcentage de 0,03, soit 3%. Ainsi, on aura une distance entre M et T de 3 centimorgans. D'après ces résultats, préciser la position du locus M par rapport au locus T
Donc là, on nous dit, littéralement de faire une carte génétique pour ces 2 locus. Donc on représente notre chromosome avec le centromère et on peut placer le locus T et le locus M et on sépare les 2 de 3 centimètres. Sachant que la distance génétique entre les marqueurs M et N et M est supérieure à 10 centimètres, établissez la carte génétique finale des locus NMT. Donc on nous dit que la distance entre N et M est supérieure à 10 centimètres. Donc on peut placer notre dernier locus N ici, avec une distance supérieure ou égale à 10 centimètres. En respectant l'ordre ainsi établi, faites le schéma d'une méiose complète et légendée, permettant d'obtenir un spore de génotype N2, M2 et T1. Le centromère sera placé arbitrairement à gauche du groupe des 3 locus. Donc pareil que tout à l'heure, ici on aura N1, ici T1, ici M1. Ici on aura N2, T2, M2. On a la phase S, N1, T1, M1. N2, T2, M2. Sauf que notre but ici, c'était justement d'obtenir un crossing over, c'est-à-dire d'obtenir un spore de génotype M, N2, M2, T1. C'est-à-dire prendre en compte ce locus, ce locus et le locus. Non, je me suis trompé. N2, M2, T1. Donc on prendra en compte le N2, N2 ici, le M2 ici et le T1 en face. Donc pour représenter un crossing over, on a juste à faire un trait qui désigne notre sens de lecture, entre guillemets. Donc là, on prend N2, tac, tac, tac. On monte, on va sur l'autre chromosome, on prend T1 avec nous, et hop, on retourne sur M2. C'est-à-dire que T1 et T2 changeront de place. Donc ainsi, nos nouveaux brins donneront N1, T1, M1, et ici on aura T2. De l'autre côté, on aura N2, N2, T2, T1, M2 et M2. À la fin de la deuxième méiose, on aura 4 cellules. On aura une N2, T2, M2. On en aura une N2, T1, M2 qui aura subi un crossing over. N2, N1 plutôt, T2, M1 qui aura aussi subi un crossing over, c'est-à-dire on aura nos deux recombinés. Et ici la parentale. Et ici enfin, non, N1,
T1 et M1. Voilà pour le schéma de la méiose. Bien sûr, il y a des étapes à faire, notamment la méiose 1, mais je pense que vous avez compris le concept. Maintenant, on a un nouveau microsatellite présent sur un autre chromosome. Ça, cette information est très importante parce que si on nous dit dès le départ que c'est sur un chromosome différent, cela voudrait dire qu'on aura une indépendance physique et donc une indépendance génétique. Du coup, il est situé sur un chromosome différent que celui sur lequel est localisé le marqueur M. Il s'agit du locus O. Et pour ce locus, la souche 1 porte l'allèle O1, et pour la souche 2, on a O2. Donc ainsi, on a 500 spores, et voilà. Ici, on aura nos parentaux, T1. Ici, parent 2. Ici, recombiné 1. Et ici, recombiné 2. Sauf que on voit que on a presque autant de parentaux que de recombinés. Ce qui veut dire que on aura indépendance physique, physique et génétique. Est-ce que cela nous étonne? Bien, est-ce que cela nous surprend, comme l'indique la question? Eh bien, tout simplement non, parce que l'énoncé nous disait bien que justement O et M étaient sur des chromosomes différents. Et ainsi, on a des résultats qui sont cohérents avec leur situation géographique. Voilà pour la correction de ce TD3 et bon courage pour vos révisions.